Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 32. Tes père et mère honoreraient. Mon père, en se retirant, nous avait laissé la chandelle, mais il avait fermé en dehors la porte de notre voiture. Nous n'avions donc qu'à nous coucher, ce que nous fîmes au plus vite sans bavarder, comme nous en avions l'habitude. Mathia n'avait pas plus envie de parler que je n'en avais envie moi-même, et je fus heureux de son silence. Mais la chandelle éteinte, il me fut impossible de fermer les yeux, et je me mis à réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Tout en réfléchissant, j'entendis Mathia, qui occupait la couchette placée au-dessus de la mienne, s'agiter et se tourner aussi, ce qui prouvait qu'il ne dormait pas mieux que moi. Les pensées qui le tenaient éveillé n'étaient-elles pas les mêmes que les miennes? Il m'aimait assez, et nous étions assez étroitement unis de cœur, comme d'esprit, pour qu'il sentît ce que je sentais moi-même. Le sommeil ne vint pas, et le temps, en s'écoulant, augmenta l'effroi vague qui m'oppressait. Tout d'abord, je n'avais pas bien compris l'impression qui dominait en moi, et maintenant je voyais que c'était la peur. Peur de quoi? Je n'en savais rien, mais enfin j'avais peur. J'avais conscience d'être à l'abri de tout danger, et cependant j'étais épouvantée. Plus je me raidissais contre cette épouvante, moins je parvenais à me rassurer. Tout à coup, j'entendis un bruit assez fort à la porte de la remise, qui ouvrait sur une autre rue que sur la cour du Lion Rouge. Puis, après plusieurs appels frappés à intervalles réguliers, une lueur pénétra dans notre voiture. Surpris, je regardai vivement autour de moi, tandis que Capi, qui dormait contre ma couchette, se réveillait pour gronder. Je vis alors que cette lueur nous arrivait par une petite fenêtre pratiquée dans la paroi de notre voiture. Une moitié de cette fenêtre se trouvait dans le lit de Mathia, l'autre moitié dans le mien. Ne voulant pas que Capi réveillât toute la maison, je lui posai une main sur la gueule, puis je regardai au dehors. Mon père, entré sous la remise, avait vivement et sans bruit ouvert la porte de la rue. Puis il l'avait refermée de la même manière, après l'entrée de deux hommes lourdement chargés de ballots qu'ils portaient sur leurs épaules. Alors il posa un doigt sur ses lèvres, et de son autre main, qui tenait une lanterne sourde à voler, il montra la voiture dans laquelle nous étions couchés. Cela voulait dire qu'il ne fallait pas faire de bruit, de peur de nous réveiller. Cette attention me toucha, et j'eus l'idée de lui crier qu'il n'avait pas besoin de se gêner pour moi. Mais comme s'aurait été réveillé Mathia, je me tus. Mon père aida les deux hommes à se décharger de leurs ballots, puis il disparut un moment et revint bientôt avec sa mère. Pendant son absence, les hommes avaient ouvert leur paquet. L'un était plein de pièces d'étoffe, dans l'autre se trouvaient des objets de bonneterie. Alors je compris, ces gens étaient des marchands qui venaient vendre leurs marchandises à mes parents. Mon père prenait chaque objet, l'examinait à la lumière de sa lanterne et le passait à ma mère qui, avec de petits ciseaux, coupait les étiquettes qu'elle mettait dans sa poche. Cela me parut bizarre, de même que l'heure choisie pour cette vente me paraissait étrange. Lorsque le contenu des ballots eut été soigneusement visité, mes parents et les deux autres hommes sortirent de la remise. Je voulus me dire qu'il n'y avait rien de plus naturel que ce que je venais de voir. Cependant, je ne pus pas me convaincre moi-même. Pourquoi ces gens, venant chez mes parents, n'étaient-ils pas entrés par la cour du Lion Rouge? Pourquoi ma mère avait-elle coupé les étiquettes qui pendaient après les effets qu'elle achetait? Ces questions n'étaient pas faites pour m'endormir, et comme je ne leur trouvais pas de réponse, je tâchais de les chasser de mon esprit. Mais c'était en vain. Après un certain temps, je vis de nouveau la lumière emplir notre voiture. Là, je me disais que je ne devais pas regarder. Et cependant, je regardais. Je me disais qu'il vaudrait mieux, sans doute,
ne pas savoir. Et cependant, je voulus voir. Mon père et ma mère étaient seuls, tandis que ma mère faisait rapidement 2 paquets des objets à porter. Mon père balayait un coin de la remise. Sous le sable sec qu'il enlevait à grands coups de balai apparut bientôt une trappe. Il la leva, puis, comme ma mère avait achevé de ficeler les 2 ballots, il les descendit par cette trappe dans une cave, dont je ne vis pas la profondeur, tandis que ma mère l'éclairait avec la lanterne. Les 2 ballots descendus, il remonta, ferma la trappe, et avec son balai replaça dessus le sable qu'il avait enlevé. Quand il eut achevé sa besogne, il fut impossible de voir où se trouvait l'ouverture de cette trappe. Sur le sable, ils avaient tous les deux semé des brins de paille, comme il y en avait partout sur le sol de la remise. Ils sortirent. Ce n'était plus une épouvante vague qui m'étouffait. Je savais maintenant pourquoi j'avais peur. Des pieds à la tête, j'étais baignée dans une sueur froide. Je restai ainsi pendant toute la nuit. Un coq qui chanta dans le voisinage m'annonça l'approche du matin. Alors seulement je m'endormis, mais d'un sommeil lourd et fiévreux, plein de cauchemars anxieux qui m'étouffaient. Un bruit de serrure me réveilla, et la porte de notre voiture fut ouverte. Mais m'imaginant que c'était mon père qui venait nous prévenir, qu'il était temps de nous lever, je fermai les yeux pour ne pas le voir. « C'est ton frère, me dit Mathia, qui nous donne la liberté. Ton père est déjà parti. » Nous nous levâmes alors. Mathia ne me demanda pas si j'avais bien dormi, et je ne lui adressai aucune question. Comme il me regardait à un certain moment, je détournai les yeux. Il fallut entrer dans la cuisine. De la porte, j'aperçus ma mère, la tête appuyée sur la table, imaginant qu'elle était malade. Je courus à elle pour l'embrasser, puisque je ne pouvais pas lui parler. Je la pris dans mes bras, elle releva la tête en la balançant. Alors je respirai une odeur de genièvre qu'exhalait son haleine chaude. Je reculai. Elle laissa retomber sa tête sur ses 2 bras étalés sur la table. « Jean, dit mon grand-père, et il me regarda en ricanant. Tout d'abord, je restai immobile, puis, après quelques secondes, je regardai Mathia, qui lui-même me regardait avec des larmes dans les yeux. Je lui fis un signe et nous sortîmes. Pendant assez longtemps, nous marchâmes côte à côte, ne disant rien et allant devant nous sans savoir où nous nous dirigions. À la fin, nous atteignîmes un parc immense avec de vastes pelouses vertes. Aussitôt que nous fûmes assis dans un endroit écarté, me jetant dans les bras de Mathia, je fondis en larmes. Jamais je ne m'étais senti si malheureux. Mathia, lui dis-je, il faut partir, il faut retourner en France, en Italie, où tu voudras, peu importe, pourvu que je ne reste pas en Angleterre. Et toi, où veux-tu aller? Moi? Mais il faut que je reste ici, à Londres, avec ma famille. N'est-ce pas mon devoir? Prends ce qui nous reste d'argent et pars. Ne dis pas cela, Rémi. S'il faut que quelqu'un parte, c'est toi. Pourquoi? Parce que... Il n'acheva pas et détourna les yeux. Mathia répond, moi, en toute sincérité, franchement, sans ménagement pour moi, sans peur. Tu ne dormais pas cette nuit, tu as vu? Il tint ses yeux baissés et d'une voix étouffée. Je ne dormais pas, dit-il. Qu'as-tu compris? Que ceux qui vendaient ces marchandises ne les avaient pas achetées. Tu vois donc bien qu'il faut que tu partes, lui dis-je. Il faut que tu retournes en France, que tu vois tous mes amis, et que tu leur dises pourquoi je ne fais pas pour eux ce que j'avais promis. Tu expliqueras que mes parents ne sont pas riches, comme nous avions cru. Ce n'est pas une honte que de n'être pas riche. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas riches que tu veux que je parte, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas me nourrir, car je ne leur serai pas à charge, et je travaillerai pour eux. C'est après que ce que tu as vu cette nuit, parce que tu as peur pour moi. Tu as peur que je n'en arrive à couper les étiquettes des marchandises qui n'ont pas été achetées. Oh, tais-toi, Mathia, mon petit Mathia, tais-toi. Et je cachai entre mes mains mon visage rouge de honte. Eh bien,
Si tu as peur pour moi, continua Mathia, moi j'ai peur pour toi. Et c'est pour cela que je te dis, partons ensemble. C'est impossible, mes parents ne te sont rien. Tu ne leur dois rien. Moi, ils sont mes parents. Je dois rester après avec eux. Tes parents, ce vieux paralysé, ton grand-père, cette femme couchée sur la table, ta mère. Je me levai vivement et sur le ton du commandement. Non plus sur celui de la prière, je m'écriai, tais-toi, Mathia, ne parle pas ainsi, je te le défends. C'est de mon grand-père, c'est de ma mère que tu parles, tu dois les honorer, les aimer. Tu le devrais s'ils étaient réellement tes parents, mais s'ils ne sont ni ton grand-père, ni ton père, ni ta mère. Tu n'as donc pas écouté le récit de mon père. Qu'est-ce qu'il prouve, ce récit? Ils ont perdu un enfant, ils l'ont fait chercher, ils en ont retrouvé un. Voilà tout. Pourquoi 2 enfants n'auraient-ils pas été abandonnés avenue de Breteuil le même jour? Cela est possible. Cela est absurde. Peut-être bien, mais tu dois faire attention que tu ne ressembles ni à ton père ni à ta mère, et que tu n'as pas les cheveux blonds comme tes frères et sœurs qui, tous, tu entends bien, tous sont du même blond filasse. D'un autre côté, comment des gens qui ne sont pas riches ont-ils dépensé tant d'argent pour retrouver un enfant? Selon moi, tu n'es pas un Driscoll, et tu ne dois pas rester avec les Driscoll. Si tu veux, malgré tout, y rester, je reste avec toi. Mais tu voudras bien écrire à Mère Barberin pour lui demander de nous dire au juste comment était Stélange. Quand nous aurons sa lettre, tu interrogeras celui que tu appelles ton père, et alors nous commencerons peut-être à voir un peu plus clair. Ce fut seulement à la nuit tombante que nous rentrâmes au cours du Lion Rouge. Après le souper, mon père dit qu'il avait à nous parler. Dites-moi donc comment vous gagnez votre vie en France. Je fis le récit qu'il nous demandait, puis je pris ma harpe et jouai un air, mais ce ne fut pas ma chanson napolitaine. Mathias aussi joua un morceau de violon et un autre de cornet piston. Bien, bien, dit mon père, et Capi, de quoi joue-t-il? J'étais fier des talents de Capi, je voulu qu'il jouât quelques-uns des tours de son répertoire et il obtint auprès des enfants son succès accoutumé. Mais c'est une fortune, ce chien-là, dit mon père. Je répondis en faisant éloge de Capi et en assurant qu'il était capable d'apprendre en peu de temps tout ce qu'on voulait lui montrer. Mon père traduisit mes paroles en anglais. Il me sembla qu'il y ajoutait quelques mots qui firent rire tout le monde. Voici ce que je vous propose, continua mon père, mais avant tout, il faut que Mathia dise s'il veut demeurer avec nous. Je désire rester avec Rémi, répondit Mathia. Mon père se montra satisfait. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je reviens à ma proposition. Nous travaillons tous pour vivre. L'été, nous parcourons l'Angleterre, mais l'hiver, nous n'avons pas de grand-chose à faire. Tant que nous serons à Londres, Rémi et Mathia pourront aller jouer de la musique dans les rues. Capi lui ira donner des représentations avec Allen et Ned. Capi ne travaille bien qu'avec moi, dis-je vivement. Il apprendra à travailler avec Allen et Ned. Sois tranquille. Et en vous divisant ainsi, vous gagnerez beaucoup plus. Mais je vous assure qu'il ne fera rien de bon. Assez causé, me dit mon père. Quand j'ai dit une chose, j'entends qu'on la fasse et tout de suite, c'est la règle de la maison. Nous gagnâmes notre voiture, mais ce jour-là, mon père ne nous enferma point. Comme je me couchais, Mathias s'approcha de mon oreille. Tu vois, dit-il, que celui que tu appelles ton père ne tient pas seulement à avoir des enfants qui travaillent pour lui. Il lui faut encore des chiens. Cela ne t'ouvre-t-il pas les yeux, enfin? Demain, nous écrirons à Mère Barberin. Mais le lendemain, mon père voulut nous conduire lui-même dans un quartier où nous avions chance de faire de bonnes recettes, et nous traversâmes tout Londres pour arriver dans une partie de la ville, là où il n'y avait que de belles maisons, dans les rues monumentales, bordées de jardins. Nous ne rentrâmes que tard à la cour du Lion Rouge, et j'eus la joie de retrouver Capi, bien crotté mais de bonne humeur. Les choses continuèrent ainsi pendant plusieurs jours.
Mais un soir, mon père me dit que le lendemain, je pourrais prendre Capi avec moi, attendu qu'il garderait Haleine et Ned à la maison. Nous promîmes bien, Mathieu et moi, de faire une assez belle recette avec Capi, pour que désormais, on nous le donnât toujours. Par malheur. Pour le succès de notre entreprise, depuis 2 jours, le brouillard ne s'était pas éclairci. Dans les rues flottait une sorte de fumée grisâtre qui ne permettait à la vue de s'étendre qu'à quelques pas. On sortirait peu, et des fenêtres derrière lesquelles on nous écouterait, on ne verrait guère Capi. Aussi Mathia injuriait-il le brouillard, ce maudit Fogg, sans se douter du service qu'il devait nous rendre quelques instants plus tard. Cheminant rapidement, nous étions arrivés dans une des rues les plus commerçantes de Londres. Tout à coup, je m'aperçus que Capi ne nous suivait plus. Je m'arrêtai pour l'attendre dans l'enfoncement d'une allée, et je sifflai doucement car nous ne pouvions pas voir au loin. J'étais déjà anxieux, craignant qu'il ne nous eût été volé, quand il arriva au galop, tenant dans sa gueule une paire de bas de laine et frétillant de la queue. Posant ses pattes de devant contre moi, il me présenta ses bas en me disant de les prendre. Il paraissait tout fier, comme lorsqu'il avait bien réussi un de ses tours, et venait demander mon approbation. Je restais ébahi. Quand brusquement Mathia m'entraîna dans l'allée. Marchons vite, me dit-il, mais sans courir. Ce fut seulement au bout de quelques minutes qu'il me donna l'explication de cette fuite. J'ai entendu un homme dire « Où est le voleur ?» Le voleur, c'était Capi, tu le comprends. Sans le brouillard, nous étions arrêtés comme voleurs. Je ne comprenais que trop. Je restais un moment suffoqué. Ils avaient fait un voleur du bon de l'honnête Capi. Nous rentrâmes cour du Lion Rouge, en marchant rapidement. Le père, la mère et les enfants étaient autour de la table, occupés à plier des étoffes. Je jetai la paire de bas sur la table, ce qui fit rire Haleine et Ned. « Voici une paire de bas, dis-je, que Capi vient de voler, car on a fait de Capi un voleur. Je pense que ça a été pour jouer. » Je tremblais, et cependant je ne m'étais jamais senti aussi résolu. « Et si ce n'était pas un jeu, demanda mon père, que ferais-tu » ? « J'attacherai une corde au cou de Capi, et quoique je l'aime bien, j'irai le noyer dans la Tamise. Je ne veux pas que Capi devienne un voleur, pas plus que je ne veux en devenir un moi-même. » Mon père me regarda en face. Ses yeux me brûlèrent. Cependant, je ne baissai pas les miens. Peu à peu, son visage contracté se détendit. « Tu as eu raison de croire que c'était un jeu, dit-il. Aussi, pour que cela ne se reproduise plus, Capi désormais ne sortira qu'avec toi. »